Passion découverte. Regina et Rémia, chaque lundi dès 17h, décortiquent un artiste. Bonsoir et bienvenue dans les studios de Passion FM. Vous pouvez nous écouter sur Passion FM 106.5 ou nous suivre sur www.radiopassion.fm. Passion découverte, 1 heure, un chrono. C'est parti, top! Bien, chers amis auditeurs, bonjour. Voilà encore donc un lundi de terminé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous et que la gueule de bois est passée. Alors aujourd'hui en studio, j'ai énormément de chance parce que je reçois Laurent Nizette. Salut Laurent, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis content d'être là. Tiens, oui, vas-y. Je ne sais pas si tu as énormément de chance, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être ici et de te parler. C'est gentil ça. En fait, je veux dire, t'es arrivé il y a un petit temps, on a commencé à discuter un peu ensemble hors antenne. T'es un gars hyper souriant. Et c'est formidable d'avoir ça en studio. Il fait un peu gris dehors, enfin bon, c'est l'hiver en même temps, hein, bientôt Noël. Alors en deux mots, Laurent Nizette, c'est qui? Alors qui je suis? En tout cas, je sais ce que j'aime. C'est peut-être difficile de dire pour moi qui je suis, mais ce que j'aime, c'est ressentir et transmettre. Je pense que je mets beaucoup d'énergie dans ma vie pour essayer de ressentir des choses authentiques et les transmettre. Et je le fais par deux biais, je le fais par la photographie et la littérature. Voilà. Donc tu es un auteur et un photographe. C'est exact, ouais. Oui. Comme ça, on plante le tableau. Donc il faut savoir que dans l'émission, je reçois des artistes. Et donc c'est pour ça qu'en deux mots, je te demande de te présenter. Alors c'est marrant, c'est sympa, tu nous as apporté ici quelques recueils que je photographierai tout à l'heure pour les mettre sur la page de l'émission. Et moi j'ai pu déjà découvrir quelques aspects. Et j'aime ça en fait, sur les bouquins il est noté explorateur. Oui. Alors moi tout à l'heure quand je t'ai reçu, je t'ai dit tu es un globe-trotter. En fait tu es un explorateur, c'est extraordinaire. Donc en fait tu voyages et tu immortalises. Oui, tout à fait. Donc par exemple le recueil de nouvelles que je t'ai apporté, c'est des nouvelles que j'ai écrites en voyageant. Et en effet je voyage beaucoup et la démarche d'exploration pour moi elle est importante. Donc je vais vraiment aller dans des endroits où il n'y a pas d'hôtel. Parfois les gens me disent tu dors comment? Je dors à la Belle Étoile, je mets mon sac couchage, mon matelas et puis je dors comme ça. Et j'ai vraiment été à la découverte de pays qui me fascinaient, qui étaient peu fréquentés. Donc tu te retrouves dans des zones seules? Je vais te donner une idée de ce que je fais. Donc, par exemple, tous les ans, il y a la nuit des étoiles filantes qui est à peu près autour du 15 août. Et donc, tous les 15 août, je vais faire une ascension en solitaire dans le massif du Mont Blanc avec mon petit sac à dos. Et je monte le plus haut possible, souvent au-dessus de 3000 mètres, parce que là, on voit bien les étoiles. Et puis, je dépose mon petit matelas et je dors à la Belle Étoile tout en haut de ma montagne. Et bien là, on voit vraiment bien les étoiles. Je peux faire plein de vœux parce qu'il y a plein d'étoiles filantes. C'est extraordinaire. Et donc ça, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Donc j'ai dormi dans des déserts, sur des glaciers, au Groenland, je dormais comme ça à la Belle Étoile aussi. Parfois, j'ai une petite chose pour me protéger de la pluie ou de la neige. Mais oui, j'aime ça. Ça me permet de... Je pense que je voyage en fait pour voir d'autres choses, mais pour penser autrement. En fait, quand je suis tout le temps ici, je pense tout le temps de la même manière, quoi. Et dès que je voyage, il se passe quelque chose. C'est comme si je sortais de ma zone de sécurité et du coup, je pense autrement. Je deviens le vrai moi, en fait. Donc tu penses ne pas être à ta place ici, mais que tu es à ta place quand tu es en voyage. Eh bien, c'est comme si quand j'étais ici, je faisais un compromis, le compromis de donner ce que je rapportais aux autres. Ouais, c'est ça. En fait, quand je pars, je me rends bien compte que j'essaie d'être moi-même. C'est marrant, c'est pas trop long, mais en gros, en fait, au début... Non, mais vas-y, de toute façon, l'émission est à toi. Hein. C'est gentil. Mais en fait, au début, je pensais que je voyageais pour être loin de ce que je connaissais ici, peut-être même loin des gens qui pouvaient m'entraver ici, ou qui me conditionnaient dans une... J'étais Laurent Nizette, voilà, ils me voyaient comme ça, je devais être comme ça. Et quand je voyageais à l'époque, je pensais vraiment que je quittais ça pour pouvoir être moi-même. Et un jour, j'étais dans le désert, dans un erg, donc c'est un désert de dunes, dans le sultanat d'Oman, et je dansais presque nu, on veut pas le savoir, dans les dunes. Si, c'est intéressant. Et alors, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'est pas les autres que je fouillais, que c'était moi. En fait, je voulais être libre sans moi. Je voulais être avec le moi authentique. Le moi pas conditionné par ma vie à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que
j'ai tellement de questions qui me viennent en tête à la fois. Voilà, tu parles du désert et tu as parlé de Groenland. Oui. Comment est-ce que tu décides, tiens, je vais aller là où il fait chaud, non, je vais aller là où il fait froid. Ok, donc j'essaie de faire un voyage chaud et un voyage froid par an. Ah oui, ok. En fait, j'aime beaucoup les extrêmes, donc, parce que je trouve que c'est les endroits où tu vis le plus. C'est quand on est face à la mort ou bien face à un vrai plaisir, je pense qu'on se sent vraiment vivant. Donc j'essaie de faire un pays froid et un pays chaud, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, au début, j'ai cherché ce que j'aimais comme pays, comme voyage. Et j'aime beaucoup les déserts de sable, et j'aime beaucoup les pays, les endroits où je suis haut et où je suis dans le froid. Donc j'aime bien ces deux extrêmes. Quand tu pars comme ça tout seul, c'est quand même périlleux. Oui, oui, tout à fait. Je crois que j'aime pas les gens prudents. Je veux pas dire que je pars comme un fou me mettre en danger, pas du tout, je me mets en sécurité, mais je veux dire, pour moi, quand je vois les gens prudents, en fait, ils se mettent dans une sphère de sécurité, ils ne la quittent pas. Et en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est sortir de ma sphère, et puis prendre ma sphère avec moi. Donc je vais essayer d'aller dans des endroits qui peuvent être dangereux, c'est vrai que je vais dans des endroits dangereux, mais je vais essayer de construire ma sphère de sécurité là-bas. Et en fait, c'est assez faisable, je trouve. Pour moi, la pire qui puisse arriver dans la vie, c'est qu'il ne t'arrive rien. Oui, ça c'est clair, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu braver ou forcer le destin et se dire, allez, tant pis, je vais dans le désert, et puis si pendant la nuit, il y a un serpent venimeux ou un autre animal qui vient... Je vais pas te faire peur, mais en fait, tous les matins, quand je me réveille, je vois des traces autour de moi. Ben oui, c'est clair. Parce que les animaux, tout ce qui vit dans le désert, dès qu'il y a quelque chose de bizarre, ils viennent voir. Ouais. Et en plus, je fais de l'ombre, ce qui est très rare, l'ombre dans le désert. Et les animaux aiment bien l'ombre dans le Ouais, désert. donc ils viennent se coller à l'ombre Oui, pour voilà. avoir un peu de fraîcheur. C'est ça, donc j'ai des anecdotes que je pourrais raconter qui sont pas très rassurantes. Mais vraiment, je me sens pas du tout en insécurité. Parce que vraiment, je crée de la sécurité autour de moi, comme je peux. Les seuls moments où je me sens en insécurité, en fait, c'est quand je vois quelqu'un d'humain. Si par exemple, je vois au loin quelqu'un qui avance et que je risque de le croiser, là, ça m'apporte de l'insécurité. Et quoi, tu évites de croiser cette personne? Ça dépend des moments. Donc il y a des moments où parfois j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment touché. Donc je croise quelqu'un et la personne me demande ce que je fais là. Elle est visiblement surprise et puis je lui dis que je viens voir autre chose. Et elle me dit retourne où tu viens et regarde autrement. Ah ouais. Donc à la fois c'est froid, mais à la fois c'est profond ce qu'elle me dit. Elle me dit si je veux voir autre chose, je dois rester chez moi et regarder autrement. C'est beau en fait. Mais on fait pas des rencontres normales dans ce genre de conditions. Les gens qu'on rencontre sont des gens extraordinaires. Pas forcément positivement, mais... Et il t'arrive comme ça au fil de tes explorations, de tes voyages, de croiser d'autres personnes comme toi qui se retrouvent là parce qu'ils ont envie d'être là ou ça t'est jamais arrivé ça? Dans les petits voyages, oui. Donc quand je fais une ascension en montagne, là ça m'arrive de croiser des gens. Ça m'est arrivé de monter en haut d'une montagne et puis en fait de croiser quelqu'un sur le chemin. Alors que tout le monde quittait la montagne pour pouvoir rejoindre les refuges, on était les deux seuls à continuer à monter. Et donc ça m'est arrivé une fois, c'est pas souvent. Hein. Ouais. Une fois ça m'est arrivé. Ouais. Sinon, parfois il y a je croise des gens pour la sécurité, quoi. Donc par exemple au Groenland, donc il faut faire des étapes en groupe parce que c'est vraiment un pays très 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 dangereux. On a dû se réfugier à un moment donné dans une maison qui appartenait à un chasseur qui était décédé. Donc c'est vraiment, je ne veux pas heurter et choquer, mais c'est un pays vraiment vraiment très très hostile. L'année prochaine, pas l'année prochaine en fait, l'année encore après, j'aimerais bien faire Svalbard en solitaire ou à deux. C'est un pays vraiment froid où il y a la plus grosse population d'ours blancs au monde. Donc c'est vraiment un pays dangereux. Donc là c'est vrai que les gens qu'on rencontre sont vraiment à chaque fois des gens différents, des gens particuliers. Donc quand tu pars comme ça, tu n'as même pas envie de te faire accompagner d'un guide ou de quoi ou qu'est-ce? Non, pour moi ce serait terrible. C'est vrai? Oui. Ça dépend, mais imaginons que je parte avec ma copine, je vais devoir faire des compromis, ça je le sais. Mais quand je pars pour moi, alors là non, je vais être seul. Oui. Si je pars avec quelqu'un, alors dans ma tête ça va être un apprentissage. Je pars avec quelqu'un pour apprendre, mais le but c'est après de partir seul. C'est ça. Mais donc quelque part, je veux dire, tu dis voilà, je vais là dans le désert, y a quand même une préparation physique et au niveau matériel aussi, pour pouvoir
avoir ce que tu as besoin au cas où. Oui, je peux donner les conseils type. Oui, et puis il y a des surprises, parce qu'en fait, quand on se prépare la première. J'ai pas fait mon premier voyage dans un désert, mais quand on se prépare, quand on part les premières fois, on croit qu'on a certains besoins, alors qu'en fait, nos vrais besoins sont tout à fait ailleurs. Par exemple, quand je fais des pays froids, je me rends compte que la musique est primordiale. Donc là, si j'ai du soleil et que je peux charger mes batteries, la première chose que je charge, c'est mon lecteur de musique. Avant le GPS, avant quoi que ce soit, Ouais. ça va être la musique. Si j'ai pas de musique, j'ai une perte de morale, je déprime et c'est la catastrophe. Je me souviens vraiment, de manière très précise, d'une nuit où j'avais mal, où ma tente était écrasée tellement il y avait du vent, et j'étais à côté d'un précipice en plus, c'était en Norvège, et j'avais plus de batterie, mon lecteur de musique marchait pas, j'osais plus sortir de la tente pour faire pipi. J'étais vraiment en état de choc, c'était vraiment très dur. C'est incroyable. Je sais pas. En fait, tu vas, je veux dire, à la limite de ce que tu peux endurer. On peut dire ça. Tu cherches ta limite dans tes voyages. Ou bien tu n'as pas de limite. Je sais pas si j'ai pas de limite. Je crois que j'essaie de me reconnecter à moi et que ça passe par une authenticité. Oui, bien sûr, je cherche ma limite. Parfois, je rentre chez moi et alors je regarde les vidéos que j'ai faites et je me souviens d'une vidéo où je marche et je vais prendre de la neige pour la mettre dans ma casserole pour faire fondre la neige pour avoir de l'eau pour boire. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit en fait, je suis complètement fou. C'est complètement dingue ce que je suis en train de faire. Et, les gens ne font pas ça normalement pour boire. Donc en effet, je cherche peut-être mes limites. Les gens ne font pas ça ici, mais là, oui. Ah oui, on n'a pas le choix. Ouais. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui était malheureux. Et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à faire les choses. Donc j'étais plutôt, je vais pas dire paresseux, mais tout me paraissait insupportable. En fait, je n'avais pas confiance en moi. Donc dès que je devais faire quelque chose, je n'osais pas le faire. C'était très très difficile. Et ce qui fait que, allez, peut-être que chercher mes limites comme ça, c'est enfin exister. Ouais. C'est un besoin en fait. Tu n'as pas. Enfin, je vois que tu réfléchis pour essayer de justifier ça. Il y a pas de justification. C'est toi. Ouais. C'est toi. C'est ce que tu as besoin. J'adore ça. Alors. J'adore ressentir. Et ça, en fait, ces situations extrêmes, chercher mes limites, comme tu l'as dit, c'est ressentir. Je crois que le pire qui puisse m'arriver demain, je suis célibataire aujourd'hui, hein, mais le pire qui puisse m'arriver demain, ce serait de rencontrer une femme prudente. Je ne veux pas dire qu'elle doit être brûlée. Ce que je veux dire, c'est que je veux que ce soit une femme qui me dise Laurent, moi je veux vivre, fais-moi briller. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui a de la sensibilité et qui veut voir les yeux de sa femme ou de ses enfants briller. Ouais, c'est ça. Et si les yeux de ma femme brillent, si ses rêves se réalisent, je suis heureux. Avec elle, je veux dire. Je peux être sans elle. Tout à fait. Alors, je regarde où on en est. Je suis trop bavard. Non, pas du tout. On a parlé un peu hors antenne quand tu es arrivé tout à l'heure, donc je vais te souhaiter un bon anniversaire, puisqu'aujourd'hui c'est ton anniversaire. Merci. Je suis d'autant plus heureux de te recevoir. Et donc, ce qui m'amène à dire, voilà, bon anniversaire Laurent, ça t'a pris quand, comment, à quel âge est-ce que tu t'es dit, moi, je me taille avec mon appareil photo et je vais faire ça. Ton premier voyage, tu t'en rappelles? Oui. Non, mais c'était pas arrivé comme c'est arrivé de manière beaucoup plus progressive. Vas-y. Je crois que ça m'intéresse et donc je suppose que ça intéresse les auditeurs de se dire comment on peut comme ça dire pouf. Ok, donc j'ai dit que je faisais la photographie et que j'écrivais. En fait, la photographie est beaucoup plus visible. Oui. C'est plus lucratif, ça se voit mieux, c'est plus commercial, je dirais. On a beaucoup plus de relationnel aussi avec la photographie. Pourtant, mon aventure à moi, elle a commencé par la littérature. Donc la photographie est venue très très vite après, et c'est vrai que j'ai toujours baigné dans la photographie puisque mon père faisait de la photo, et donc j'étais dans cet environnement-là. Et mon premier salaire que j'ai eu, je travaillais dans un magasin où je vendais des télévisions. Le premier salaire que j'ai eu, je me suis acheté un appareil photo, et pourtant c'était en 2000, donc c'était vraiment il y a longtemps, et j'étais pas du tout photographe, mais donc j'ai toujours une attirance pour ça. Mais pourtant le début de ma réalisation, je dirais, de moi-même, je suis pas réalisé, mais de début du chemin, c'était dans la littérature. J'ai commencé à écrire. En fait, j'ai voulu écrire un livre qui est très mal écrit d'ailleurs, je l'apporterai un jour si vous voulez, mais qui était en fait un livre où il y avait toutes les réponses aux questions que je me posais. Enfin, c'était une histoire, c'était romancé, mais c'était ça, c'était toutes les réponses à mes questions. Et en fait, ce livre m'a permis de me rendre compte d'une chose importante, je pense, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui se trouvaient toujours des excuses pour ne pas faire, et puis des gens qui faisaient l'inverse.
qui se trouvaient toujours des excuses pour faire les choses, et qui se plantaient, hein, mais qui faisaient des choses, quoi. Et donc il y a des gens qui vont toujours se dire, moi je peux pas le faire parce que... Et puis il y a des gens qui disent, ok, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'étais vraiment mal dans ma peau, c'était une situation qui était vraiment malheureuse, même avec ma compagne, où ça n'allait pas du tout. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de vivre? Est-ce que ça sert à rien de vivre comme ça? Donc est-ce que je m'arrête? Est-ce que je me mets toujours dans mon lit avec des je sais pas, des calmants, des antidépresseurs? Ou alors est-ce que je me dis, j'ai plus rien à perdre en fait? Comme j'ai rien réussi, autant que je me laisse y aller et que j'essaye de faire, de trouver de voir la merde que j'ai entre les mains et d'essayer de faire des... Je peux pas dire merde, si. Si, on peut tout dire ici. Voilà. Donc je regarde la merde que j'ai entre les mains et essayer de faire quelque chose de bien avec. Et je pense que toute ma vie, après, j'ai essayé de faire ça. J'ai regardé la merde que j'avais entre les mains et j'ai essayé de faire quelque chose de bien avec. Et j'ai pas la prétention de faire des belles choses, mais j'ai la prétention de faire des choses qui sont honnêtes. C'est-à-dire que si je fais quelque chose que j'estime raté, mais qui pour moi est important et communique quelque chose, il faut que je lui donne une chance d'exister. Ouais, c'est ça, il faut que tu le fasses. Même si qualitativement on n'est pas dedans, c'est pas grave, je progresserai pour la suite, quoi. Je veux dire, je ferai mieux après, ça m'aura appris. Mais il faut que ça existe. J'ai répondu, j'ai essayé. Hein. J'ai pas donné de date, hein, mais bon. Voilà, plus ou moins. Et bon voilà, tu es revenu de ce voyage avec des photos. Ouais. Et tu t'es dit, ça m'a plu, je recommence. Oui, les photos étaient pourries en plus. Non, mais je parle du voyage surtout. Ouais, les photos étaient pourries, bah bon, ça c'est toi qui le dis. Okay. Quand je feuilletais tout à l'heure et que j'ai trouvé des photos magnifiques, tu me disais, ouais, merci, mais n'en rajoute pas. Mais non, c'est mon ressenti. Ouais, c'est gentil. Comme on le disait, moi je peux aimer une photo et qu'un autre dira, non, celle-là, je l'aime pas, je préfère celle-là. C'est ça l'art. Oui, c'est bon, ok, oui, c'est vrai. Mon premier voyage, c'était vraiment spécial. C'était très dur en fait comme voyage. Je me suis retrouvé dans un endroit où je n'étais pas vraiment préparé. Enfin, j'avais lu, je m'étais informé, mais mon sac n'était pas adapté, mon réchaud n'était pas adapté, il n'y avait rien adapté. Et j'étais très stressé, donc j'ai beaucoup marché, je me suis pris beaucoup d'énergie pour après dormir toute la journée. Donc c'était très dur. En effet, j'ai fait des photos et j'ai écrit. Et quand je suis rentré, est-ce que je me suis dit je repars? Oui, tout de suite, ouais. Oui, tout de suite, je cherchais des endroits pour partir. Et je crois que je cherchais des endroits où ce serait encore plus dur. En fait, la plupart des gens partent et ils se disent, ouais, j'espère qu'il fera beau. Et en fait, moi, je m'étais dit l'inverse. Je m'étais dit, en fait, je suis content qu'il ait fait moche. Il n'y avait plus tout le temps. Mais ça m'avait permis de vivre une vraie expérience. Vraiment. Tu dirais que chaque voyage que tu fais est un défi par rapport à toi-même? À sa manière. C'est-à-dire que pas toujours dans le même style de difficulté. Mais mon dernier voyage, qui n'était pas un voyage difficile du tout, techniquement, il faisait pas chaud. Enfin, il a fait 1 degré, donc il faisait pas. Enfin bon, c'était pas un voyage difficile techniquement pour moi, parce que maintenant je pense que j'ai les compétences pour faire bien plus dur. Mais en fait, c'était un voyage difficile à sa manière, parce que il y a aussi quand on voyage, il y a le côté introspection, quoi. Comme j'ai dit, je suis vraiment moi-même. Hein. Donc je ramène des choses dans ma tête qui sont un peu dingues. Dans mon dernier voyage, j'ai trouvé le projet de ma vie. C'est bizarre, hein. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai trouvé le projet j'ai trouvé ce que je voulais faire les prochaines années, quoi. Ouais. Donc je sais pas si je vais arriver à le faire, mais je vais essayer, quoi. Je vais me battre pour, quoi. Je suis pas encore prêt pour me lancer dedans, mais j'ai trouvé ce que je voulais faire. Peut-être même que c'est une mission une mission de vie, quoi. Que c'est le projet le plus important de ma vie que j'essaierai de réaliser. Et cette idée est venue dans mon dernier voyage. C'est super en fait, parce que tu pars et tu enrichis ton esprit, puisque tu reviens avec d'autres envies et d'autres... Complètement, oui. Et donc, t'es un solitaire? Oui, bah oui. Et tu as toujours été solitaire? Oui. Les autres te dérangent ou bien ils te fatiguent Le monde, me déranger, je parle avec toi, j'ai une conversation riche avec toi, on est deux, on se comprend, on peut synchroniser, on peut utiliser des mots en tenant compte de l'autre. Si on est 5 ou 6 dans la pièce, en fait, la qualité de la conversation diminue. C'est un peu comme la fidélité. Ouais. C'est-à-dire que si je suis fidèle, c'est pas parce que ma copine veut que je sois fidèle, c'est parce que je sais que si j'ai 3 femmes différentes, par exemple, mon attention va se diviser en 3. Ouais, c'est clair. L'importance va se diviser en 3, et en fait, finalement, si j'en perds une, ce sera moins grave que si je n'avais qu'une seule, quoi. Donc pour moi, c'est important d'être fidèle, c'est important d'être exclusif. J'aime bien les échanges en un avec un, quoi. J'aime pas trop le monde. Ok. On va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voilà de retour. Après du vélo sans les mains de Jeff Baudin. Pourquoi est-ce que j'ai passé du vélo sans les mains? Parce que ça peut être très dangereux de faire du vélo sans les mains. Et c'est tout à fait relatif par rapport à toi, mais j'ai le sentiment en t'écoutant que tu as une limite.
ou tu la cherches, ou tu ne sais pas. Une limite dans tes expériences, je veux dire folle. Dans mon avenir, non. Dans mon avenir, je veux aller loin. C'est-à-dire que je mets des limites, je suis raisonnable parce que je veux pouvoir aller loin. Donc je dois apprendre. J'ai la sensation que je suis dans une phase d'apprentissage. Mais à tout niveau. Autant apprendre à être dans des environnements hostiles que d'apprendre avec moi-même, que d'apprendre à m'entendre. Peut-être même d'apprendre à entendre les autres. Et je pense que... Donc, pour l'instant, j'ai les limites que je me fixe pour apprendre, mais je crois que je peux vraiment aller loin dedans. Enfin, pas loin. Je parle pas de médiatisation, d'être connu ou de faire des choses extraordinaires. Non, j'ai bien compris. Mais je pense que je peux vraiment aller loin. C'est toi-même qui veux. Je crois que c'est comme ça que je vais mourir. Comment j'adore ce que tu viens de dire. Okay. Non, mais c'est bien. Ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment t'as de la famille, je suppose. Oui. Comment une famille réagit à ça, surtout au début, quoi. Bon, maintenant. Non, mais même maintenant. Hein. Maintenant, ils sont habitués. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils te connaissent, oui. mais bon, voilà. Je suppose qu'on a essayé de te dissuader. Oui. Oui, tout à fait. Oui, il y a... Malheureusement, la famille, il y a des gens avec qui on est très très proche, d'autres où c'est parfois plus dur. Et je remarque que les gens qui sont pas toujours bien dans leur peau, ils n'aiment pas du tout les gens qui s'épanouissent ou qui se réalisent. Donc il y a des gens qui sont hostiles par principe, parce qu'on représente en fait leur échec. C'est triste parce que... Enfin bon, voilà. Et puis après, il y a des gens qui nous aiment dans la famille. Et les gens qui nous aiment, c'est très dur pour eux. Je pense à ma maman, que j'aime beaucoup, et je sais que parce que chaque fois que je pars, voilà, c'est ça. C'est la catastrophe, elle s'inquiète. Bon, alors, j'essaye de trouver des mécanismes pour la rassurer. Donc j'essaie de lui donner mon itinéraire, de prendre des assurances, parce qu'avant je prenais pas d'assurance quand je voyageais. D'avoir des balises dans certains cas. Enfin, j'essaye de me mettre en sécurité pour pouvoir la rassurer, elle plutôt que moi en fait. Parce que moi je me rassure assez vite tout seul, j'ai pas besoin de grand chose. Mais elle est très inquiète et je lui veux du bien, donc j'essaye de faire des choses en sorte pour qu'elle soit en paix. C'est incroyable. C'est vrai. Bah oui, non, mais j'essaye d'imaginer quoi. Bon, ben voilà, je pars, je vais au désert, je vais au Groenland, et quoi, tu vas faire quoi? Ben je vais tout seul là. Ben voilà, on se dit, peut-être je le reverrai pas. Je suppose que cette pensée est omniprésente dans son esprit jusqu'au moment où tu es rentré, quoi. Oui. Oui, d'ailleurs c'est un bon moyen pour voir si les gens t'aiment. Ah bah oui. Pas. Ouais. Ah oui, ça c'est clair. Parce qu'on voit bien que les gens qui tiennent à nous vont avoir tout de suite des mots, genre, enfin, ils vont nous dire fais attention, etc., etc. Donc ça permet de vraiment de faire un tri. Enfin, je fais pas tri, je jette personne, mais de voir qui tient à nous ou pas. C'est un truc de fou. Alors quand tu pars quoi? À pied? Enfin, tu pars, voilà, tu as ton itinéraire, pardon, tu prends l'avion, tu arrives là, voilà. Ouais, donc, et puis quoi là, ton objectif c'est d'aller à tel endroit. Oui, j'ai des objectifs précis. Et là, quand tu es là, tu es à pied ou bien tu te motorises ou... Il y a la notion du camp de base. Donc la notion du camp de base, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a quelque part un camp qui est rassurant, avec une plus grosse tente, une réserve de nourriture, de boissons. Ce camp de base, il peut être représenté par une voiture ou par un kayak, puisque j'aime bien voyager en kayak. Donc en effet, quand j'arrive à l'aéroport, je prends une voiture ou je prends un moyen de transport qui va me déposer jusqu'à quelque chose, où je vais pouvoir prendre mon kayak qui sera mon camp de base. Par exemple, j'ai été un peu sur l'océan Indien en kayak pour faire des photos des requins, des dauphins et des tortues géantes. Et c'est un endroit où ils vont pondre leurs œufs, les tortues. Et donc là, le kayak, c'était mon camp de base. C'est là qu'il y a ma nourriture, etc. Et une fois que je pose mon kayak quelque part, après je fais des randonnées en solitaire, vraiment en solitaire, avec un plus petit sac, où j'ai de quoi vivre 2 jours ou 3 jours. Et puis alors là, je pars 2-3 jours loin de mon kayak. Et après, je retrouve mon kayak en revenant, et puis ainsi de suite. Enfin, ça dépend où, parce qu'il y a des endroits où on a de l'eau, et l'eau donne de l'autonomie. Donc quand je suis en altitude, il y a de la neige, et donc là j'ai de l'eau. Donc là je peux partir avec mon petit sac pendant 5 jours. Si je suis dans un désert, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des points d'eau, mais ma consommation c'est à peu près 3 litres ou 4 litres par jour. Et si je dois faire un plus long voyage, je dois consommer moins d'eau, donc je dois marcher la nuit à la place du jour. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, c'est les deux en fait. C'est kayak, voiture, et à cela les randonnées à pied qui sont les plus importantes pour moi. Alors voilà, marcher, donc je veux dire faire des kilomètres à pied. Oui. Je suppose que là aussi le corps en pâtit. Physiquement, je veux dire, tu te prépares, tu as une préparation physique. C'est plutôt mental en fait. Je raconte une anecdote, j'ai fait faire un exploit à ma maman, parce que je lui ai fait faire une ascension et dormir à un sommet. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est son rêve depuis toujours.
Et en fait, elle s'est rendue compte que quand elle marchait à côté de moi, parfois elle était effondrée, il fallait s'arrêter, c'était terrible, c'était vraiment dur, elle tremblait, enfin, c'est une épreuve inexplicable, les gens ont vraiment du mal à comprendre ça. Et quand elle a vu qu'on était presque arrivé, toute son énergie était revenue, et puis elle a marché très très vite, etc. Et en fait, arrivé à l'endroit où on était censé être arrivé, eh bien on s'est trompé d'endroit, le parking était 1 kilomètre plus loin. Et là, de nouveau, elle a perdu tout espoir, elle a de nouveau eu très difficile à trembler, etc. Donc en fait, je reviens sur la musique, c'est le moral. Le secret d'aller plus loin, de se dépasser, en fait, c'est le moral. C'est la tête, en fait. Et moi, mon truc pour ça, c'est la musique. C'est incroyable. Tu t'es déjà, je suppose que oui, tu t'es déjà blessé Oui, bah oui. Ouais, voilà. Et quoi là, le moral, comment ça se passe? Parce que tu es tout seul, comme tu l'as dit. Donc tu es tout seul avec ta trousse de secours, de premiers soins, je sais pas. Elle n'est pas très grande. Mais oui, non, mais j'ai déjà craqué, hein. Ouais. J'ai déjà craqué, j'ai déjà pleuré. Oui. Bah oui, chaque voyage, je pleure, hein. Je m'en doute. Et ah ben non, mais quoi et quoi, à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis, bon ben... Mais oui, c'est-à-dire que ça représente bien même la vie ici. C'est-à-dire que quand on a des complexités, eh ben, ce sont des complexités. Je veux dire, il faut les gérer, se lever et avancer. Si on n'a pas cette démarche de voir ça comme une complexité qu'on peut dépasser, ben ça s'arrête, c'est plus possible. Et en voyage, quand je voyage, c'est pareil. Si à un moment donné, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, et pourtant j'ai cette impression souvent, et que je me laisse aller, eh ben, je reviens jamais, hein, c'est terminé. Donc il faut toujours se lever et se battre. C'est une expérience de la vie, je pense, c'est important. Il y a pas quand on voit des gens réaliser des choses, ils n'ont rien en plus que les autres. Hein. Ils ont 5 doigts par main. Rien qui change. Ça. La seule chose qui change, c'est que ces gens-là se lèvent, en fait. Ouais. Je crois que c'est un des traits de particularité des héros. Moi, je suis pas un héros, mais je pense que les héros, c'est ce qu'ils ont. C'est qu'ils ne se reculent pas. Ils ne reculent pas, pardon. Alors, ceci m'amène une question. Tu sais quand tu pars, tu sais quand tu reviens? Bah oui, parce que j'ai des jours de sécurité, quoi. Donc si par exemple mon voyage prend 10 jours, je vais prévoir 14. Ouais, c'est ça. Et alors, en fait, je termine souvent mes voyages par un très bel hôtel. Parce que comme mes voyages ne me coûtent pas grand-chose, parce que je dors n'importe où, et que je mange n'importe quoi, forcément, alors j'ai un peu de budget pour me payer au moins une belle chambre, et donc j'ai des jours de sécurité, et voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écourter un voyage pour une raison de blessure physique ou simplement de manque de pêche, de caractère, et de te dire voilà, non, c'est bon, j'abandonne. Blessure physique, ça m'est jamais arrivé, donc ça va peut-être arriver un jour, mais ça m'est jamais arrivé. Par contre, je peux assurer que pour le moral, oui. Oui. C'est vraiment, on sous-estime l'importance de notre manière d'interpréter la vie. On sous-estime l'importance que ça a sur notre vie. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Je ne peux même pas imaginer, en fait, hein, quand tu dis, voilà, j'escalade mon truc, je suis là tout seul, en haut. Ah non, mais j'en imagine pas. Mais non, mais c'est atroce. Enfin, c'est atroce. Comme tu dis, en même temps, c'est magnifique de pouvoir partager, enfin, d'avoir toute cette nature qui t'appartient. Oui. Mais d'un autre côté, c'est parce qu'on a toujours cette appréhension de se dire, et s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Oui, mais moi je considère, quand je considérais pas ça comme ça au début, mais maintenant je me rends compte que quand je voyage, je considère la nature comme un allié. Mais vraiment, hein, donc oui, c'est ton allié. Je suis en confiance. T'as besoin de la nature. Ah oui, complètement. Oui. Et je sais qu'elle me protège. Parfois c'est très dur. Parfois elle me met des bonnes claques. Hein. Je veux dire, c'est comme un père il est protecteur, mais il me met aussi au défi. Donc j'ai déjà eu de la grêle dans la figure en haut de ma montagne où j'avais oublié mes gants. Enfin, et je me dis, soit je me pose là, soit je crève. Mais je me suis pourtant pas senti en insécurité. C'était difficile, mais j'ai vu ça comme quelque chose commun. Je souriais en fait. J'étais content. Pourtant c'était désagréable, hein, mais j'étais content. C'est bizarre parce que, en fait, quand je parle, je vais passer pour un fou parce que je crois pas que les gens vivent des trucs comme ça, mais pourtant je pense que à chacun à sa manière. Donc moi je voyage, j'écris, je fais des photos, mais chacun à sa manière, je pense qu'on doit essayer de vivre des choses. Ouais, je n'en doute pas. Des choses fortes. Je n'en doute pas. Tu vois, ce qui est interpellant, c'est que souvent, quand on s'attarde un peu à regarder des reportages comme ça de voyages en solitaire, il y a toujours des moments où on n'est plus solitaire. Ça veut dire qu'il y a un caméraman qui est là ou quoi. Bien sûr. Voilà. Mais ici, pas. Ici, toi, tu es tout seul avec ton appareil photo. D'ailleurs, on voit des photos où tu te tires le portrait toi-même, je veux dire, dans la nature. Donc,
t'es bien tout seul, quoi. Oui, parce que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que quand on voit un reportage, il faut s'imaginer qu'ils sont au moins 8, quoi. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a le preneur de son, Ouais, c'est ça. Ils sont tout pleins. Donc oui, c'est différent. Moi, c'est tout seul, oui. Et c'est nécessaire. Absolument. Bon, après, je crois qu'on est souvent seul. Alors, on est seul avec des gens. Ça t'est nécessaire. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est ça. Nécessairement. Ça t'est nécessaire. Ouais. Je crois que je suis blessé. Tu as hormis le fait que tu as dit tout à l'heure, j'ai découvert dans mon dernier voyage ce que je veux faire dans ma vie. Tu as un objectif par rapport à ce que tu fais dans tes explorations complètement fou et que tu te dis ça c'est l'extrême, quoi. C'est le truc que je veux faire et tant pis si j'y reste. Tu as posé 2 questions. Enfin, je peux l'interpréter de manière différente, donc je vais dissocier les deux. Donc j'ai un objectif de vie qui se définit de plus en plus. Et quand je dis que j'ai compris ce que je devais faire, en fait, ça veut dire que, enfin, dans mon dernier voyage, ça veut dire qu'en fait, j'ai compris comment le faire. Donc, je savais déjà que je voulais le faire. Et ça, c'est simple. Je veux rendre les gens heureux. Donc je veux faire quelque chose pour rendre tout le monde heureux. Pas mes amis, je veux dire tout le monde. Ouais. La Terre, quoi. Je suis petit, donc j'y arriverai peut-être pas, mais c'est mon objectif. Et alors après, si je dois répondre de la deuxième manière, j'ai un livre chez moi. Donc dans ma table donc sur mon salon, j'ai ma table d'inspiration où je mets tous les trucs, tous les objets qui m'inspirent, que ce soit photos, objets ou livres. Et dans ce livre, j'ai ça répond à beaucoup de questions, mais j'ai un livre de tous les extrêmes de la Terre, tous les records de la Terre. C'est ça. Donc les records d'altitude, de froid, etc. Et en fait, oui, c'est ça qui m'inspire. Donc je veux voir l'Everest, je veux faire le premier, le deuxième camp de base de l'Everest. Mais c'est pas que ça. Je veux marcher sur un volcan où de la lave coule. Enfin, je veux dire, c'est tout. Oui. Donc j'ai plein d'objectifs comme ça, très précis. Dangereux en même temps. Est-ce que vivre c'est dangereux? Oui. D'un autre côté, si je vis pas, enfin, si je me prends pas un peu de risque, c'est clair. Tu pourrais me dire, oui, mais je peux traverser la rue et me faire choper par une bagnole et c'est fini. Et je crois que ça vaut pas la peine de vivre en sécurité. Donc, si en sécurité, oui, mais pas en étant prudent. Donc, si j'ose plus sortir de chez moi parce que je veux être prudent, quel est l'intérêt? Je gâche un don précieux là. C'est ça, tout à fait. Si un jour quelqu'un qui m'aime, donc je suis papa, j'ai un enfant que j'aime beaucoup, qui est, je sais pas si je suis un bon papa, mais j'ai un fils qui est un bon fils, alors c'est c'est clair. Et peut-être qu'un jour je serai plus là pour lui. Je serais très triste de ça, j'ai vraiment pas envie de l'abandonner. Mais je pense que si je suis plus là pour lui, je crois qu'au moins je lui aurais donné l'essentiel, je lui aurais donné des exemples à suivre. Je lui aurais montré que dans la vie, on peut être heureux en même temps soi, qu'on doit réaliser ses rêves. Et je crois que c'est plus important que ce qu'il apprend à l'école, même si ce qui est très important ce qu'il apprend à l'école. Mais c'est plus important en tout cas que d'apprendre à se comporter. Je crois que réaliser ses rêves, c'est vraiment le meilleur moyen de devenir un homme mûr et donc de devenir une bénédiction pour les autres et pour soi-même. Ouais, c'est ça. Maintenant voilà, j'apprends ça puisque je ne le savais pas. Quand tu disais tantôt, j'aime beaucoup ma maman et quand je pars, ça lui fait du mal. Là, en fait, c'est toi qui pars et qui laisse ton fils là, quelque part. Ça doit être atroce aussi pour toi, quelque part, de te dire... C'est crescendo, c'est de plus en plus dur. Ah ouais, parce que là, c'est ton enfant, donc c'est le rôle inverse. C'est toi qui pars et qui laisse cet enfant qui a besoin de toi, qui a besoin d'un papa, et de te dire, j'y vais parce que je dois y aller, mais il va me manquer. Ouais. Et donc, au niveau moral, c'est aussi quelque chose qui doit être... Non, on va pas dire que c'est dur, on va dire que c'est riche. C'est comme les chansons tristes, on parlait des chansons tristes, en fait elles sont pas tristes, elles sont riches. Ouais, c'est ça. Et là c'est pas triste, c'est riche. Ça nous renforce parce que quand je reviens, j'ai des choses à lui montrer, j'ai des choses à lui raconter, je l'implique dans mes voyages, on en parle, on se serre fort, on s'est manqué. En fait c'est riche. Alors je pense pas que ce soit égoïste parce que je crois que encore une fois, on peut pas éduquer bien un enfant si on est malheureux. Je crois qu'il faut d'abord montrer l'exemple de se réaliser. Et ça nourrit ma relation avec mon fils, même si je sais que c'est dur pour lui, pour moi. Mais je suis désolé de parfois entraver sa scolarité parce que quand c'est la semaine où je reviens et que je vois que ses notes sont moins bonnes, donc je me rends bien compte que je l'entrave. Je suis vraiment désolé. Je crois que c'est nécessaire. Parfois les parents culpabilisent parce qu'ils ont engueulé leur enfant, par exemple. Mais en fait, un enfant, il ne s'attend pas à vivre que des moments de bonheur dans sa vie. En fait, les montagnes russes, c'est la vie. Et c'est important de ne pas les supprimer. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tout n'est pas autorisé, tout n'est pas permis. Et voilà, c'est en même temps le chemin de la vie, quoi. Oui. Enfin, ton chemin, en tout cas, le chemin que tu as choisi, qui est
qui est tout à fait extraordinaire et qui n'est pas commun. Tu connais, ou as-tu déjà plutôt croisé d'autres explorateurs en solitaire comme ça au cours de tes... Pas comme moi, non. Donc j'ai croisé une fois quelqu'un en haut d'une montagne, je l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui aime la montagne, qui habite par là, ça. Et voilà. Mais des gens qui font comme moi, non. J'aimerais bien. Si on a, ils peuvent me contacter. Non, j'aimerais bien, mais non, j'en connais pas. C'est pas du tout dans la culture. Aujourd'hui, on critique les gens qui font. Je veux dire, bah oui, on te prend pour un extraterrestre. Oui. Il est fou ce mec, ça va lui apporter quoi de se mettre en danger, quoi. Alors qu'en fait, tu te mets pas en danger, comme tu l'as si bien expliqué, c'est un besoin. En fait, c'est eux qui sont en danger. Ouais. Ils sont là. Ouais. Je pense. Donc, après, je dis qu'il y a des gens qui sont durs avec moi, mais il y a des gens qui sont très gentils qui me soutiennent. Mais je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, vouloir réaliser ses rêves, c'est excessivement mal vu. Mm-hmm. Les gens font beaucoup de reproches. Et là, en fait, bon voilà, entre deux voyages, ben, tu te poses, donc tu partages. Donc tu as une vie normale, si oui. je peux m'exprimer comme ça, okay. et tu es bien là. Oui. Tu te sens bien dans ta vie normale ou tu te dis... Je me pose ces questions parfois. Donc je suis content de partir, je suis content de rentrer. En fait, je suis content tout le temps, quoi. On dit souvent que si... allez, il faut imaginer qu'on te donne 1 milliard, par exemple, d'euros. Waouh, tout d'un coup. Est-ce que je change ma vie ? En fait, je ne sais pas si je change ma vie si j'ai 1 milliard, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas envie d'avoir 1 milliard. Alors, si on me dit, t'as envie de gagner au loto, je vais dire oui, spontanément. Mais en fait, si je réfléchis, je ne suis pas sûr, en fait. C'est chouette ce qui m'arrive. Ok, j'ai pas facile, pas tout le temps, mais c'est des expériences de vie qui me nourrissent, qui font partie du truc, en fait. Ça fait partie du jeu, et j'ai pas envie de changer. Et donc, en fait, on dirait que si demain tu gagnes au loto, ben, tu serais heureux parce que tu pourras faire encore plus de voyages, encore plus fous. Parce que tu auras plus de moyens, donc tu pourras, je veux dire, t'offrir ces voyages. Peut-être, mais d'un autre côté, j'ai beaucoup de choses à faire ici, parce que je veux, quand je dis que je veux rendre les gens heureux, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Je le fais pas bien, j'en ai conscience, mais enfin pas suffisamment bien, pas tout le temps en tout cas. Mais ce que je ramène, je veux le partager. Je l'ai fait avec les livres et la photo parce que je pense que c'est un moyen qui permet d'éveiller les gens à une curiosité émotive, spirituelle, ressentie. Enfin, ils voient ça comme ils veulent, mais je veux aller beaucoup plus loin, donc j'ai du travail ici. Pour gagner de l'argent, ok, peut-être qu'il faut gagner des sous, mais surtout j'ai du travail pour réaliser ce que je dois faire. Pour moi, les voyages me nourrissent, mais j'ai vraiment quelque chose à faire ici. C'est ça. Je suis occupé fort. Comment ça se passe ? Tu décides, tiens voilà, mon prochain voyage ce sera celui-là. Donc tu dois budgétiser ça. Je trouvais des subsides. Ouais. Donc ça, je paye moi tout en fonds propres. Alors c'est un investissement puisque ça va me permet de ramener des photos, de faire des expos. C'est ça. C'est compliqué, de les vendre. Ah ben ça me coûte de l'argent. Hein. Oui, c'est ça, mais je veux dire que c'est compliqué d'arriver à mettre au point un voyage financièrement. Ne serait-ce que cet aspect financier. Ah non, j'en suis plus là. C'est-à-dire que non, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que pour l'instant, quand je voyage, je m'offre du luxe parce que j'ai les moyens de le faire. Donc j'ai plus difficile. En fait, il y a moyen de voyager pour très peu. Je parlais avec quelqu'un qui voulait faire la traversée Europe-États-Unis et qui avait 400 €, je crois, et qui voulait faire ça sur un voilier. Et donc il a contacté des gens qui avaient des voiliers qui cherchaient des gens pour aider à la traversée, et puis il est parti, il n'a même pas dépensé cet argent, c'était gratuit. Donc je crois qu'il y a vraiment moyen de voyager sans que ça coûte rien. Je veux dire, peut-être qu'il y a un investissement matériel au début, maintenant il est fait, donc non, j'ai que le billet d'avion, et avoir le billet d'avion en subside, je crois que c'est quand même possible. Et il y a il y a des gens qui donnent des sous, hein. Je peux remercier plein de gens en fait. La SACD qui sponsorise pour l'écriture, il y a le Parlement bruxellois qui me fait une exposition, mais ça rapporte des sous, on va pas se mentir. Donc il y a quand même ça serait pas possible d'en vivre, en tout cas aujourd'hui. Mais si je n'ai pas besoin, c'est-à-dire que l'extra de pouvoir voyager est payé par le voyage, quoi. Ouais, c'est ça. L'investissement est récupéré de par ce que tu ramènes. Par ce que je fais après, oui. Voilà, c'est comme si tu te dis, tiens voilà, je vais aller au fond de l'océan, je dois ramener ce coquillage, et quand tu le ramènes, ce coquillage, tu le vends le prix du voyage, quoi. Façon de parler. Ouais. C'est un peu ça. J'ai envie de refaire une deuxième petite pause musicale, mais en même temps, j'ai tellement encore de choses à te dire que c'est toi le chef. On va en faire une toute petite. Ouais. Voilà, c'était la nostalgie donc de Jeff Bodard. Sans transition. Laurent,
Pour être sûr de pouvoir caser ça dans l'émission, j'aimerais s'il te plaît que tu donnes aux auditeurs la possibilité de te suivre, de voir ce que tu as déjà fait, de peut-être voir ce que tu feras plus tard. Je sais pas, il y a un site internet. Oui, c'est ça. Donc il y a un site, je crois que c'est le plus important. Donc mon site il est facile, puisque c'est www.laurent, c'est mon prénom, Nizet, donc nizete.com. Donc c'est vraiment facile à retenir. Et il ne faut pas hésiter à me contacter sur les réseaux sociaux, c'est mon nom, donc c'est facile à trouver aussi. Ça me fait plaisir, si quelqu'un a une question ou quoi que ce soit, j'y répondrai avec plaisir. C'est super bien. Alors, j'ai l'habitude dans cette émission de poser 2 questions. Alors, je ne sais pas si je vais commencer par le pire ou par le meilleur, mais j'ai envie de commencer par le pire. Okay. Depuis ton premier voyage, quel est ton pire souvenir? C'est très dur pour moi. Ta pire expérience. Voilà, on va le dire comme ça. Tu veux dire l'expérience la plus difficile où j'ai le plus souffert? Ouais, la pire de tout. Tu t'as dit, c'est bon, j'arrête, quoi. Je ferai plus jamais ça. Et bien alors c'était ce dont je parlais tout à l'heure, c'était quand j'étais en Norvège et que j'étais à côté du Trolltunga, c'était l'hiver, la nuit, et j'y avais été hors saison pour qu'il n'y ait personne parce que c'est un endroit fréquenté, et il n'y a eu personne en effet, et ma tente se pliait à côté du précipice, il y avait 800 mètres de trou à côté de moi, et j'étais blessé. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Ah mais non, j'ai craqué quoi, c'est mon pire souvenir. Alors quand tu dis j'ai craqué, donc voilà, la tente risque à tout moment de se déchirer, t'es là, voilà, et quoi, après le vent se calme et tu dis ouf, non. Si, le lendemain matin quoi, parce que dans les déserts Non, mais tu dors pas. Ah non, tu dors pas, non. Tu dors pas, non, tu crèves de peur, donc tu dors pas, et quoi, comment on se remet de ça? Le lendemain matin, mais oui, il y a beau avoir du soleil, le vent s'est calmé. Mais... Ah non, mais on reste choqué, on est sur une autre planète. 3 jours après, on est encore sur une planète. Et puis comme en plus je parle à personne, quand je suis dans des moments seuls comme ça, on ne sait pas se reconnecter à la réalité en parlant à quelqu'un. Donc non, on en revient après plusieurs jours, et on a l'impression que d'avoir parlé à Dieu, je sais pas, je suis pas croyant vraiment, mais on a l'impression d'être... que quoi qu'il puisse nous arriver maintenant, notre vie est faite. Oui, de toute façon, t'es voué à toi-même, donc... Ouais, on a l'impression qu'en fait, que maintenant c'est du boni, quoi. Que tout ce qui peut m'arriver, c'est ça. À côté de ça, tomber en panne de bagnole, c'est une rigolade, quoi. Ouais. Non, mais c'est dingue, quoi. Oui, autant ça peut paraître important pour le commun des mortels, dire merde, ma bagnole est en panne, puis ma journée est foutue, voilà, c'est... Ouais, les gens comprennent pas quand je dis ça, mais parfois je dis aux gens, en fait, il n'y a pas grand-chose d'important. Ouais. Quand quelqu'un me prend la tête pour une bêtise, et en fait, ils comprennent pas. Ouais, pour eux, en fait, plein de choses importantes, ils aiment bien se tracasser, je sais pas. Pour moi, pas. On se tracasse pour des choses qui n'en valent pas la peine. Oui, et on fait pas l'inverse. Donc les choses qui en valent la peine, on s'en fiche complètement. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. Et donc, bien sûr, après le pire, ton meilleur souvenir? C'était dans le désert, c'était de me sentir libéré de moi-même. Le soleil se couchait, et j'ai senti c'est le plus beau moment de ma vie. J'exprime pas grand chose, quoi, c'est difficile. Non, j'adore cette expression, d'ailleurs je la dirai tout à l'heure parce que je le dis à chaque fois dans mon émission, que c'est le meilleur moment de ma vie. Ouais. Mais... C'était un moment de liberté profond, un moment où je pouvais être moi-même comme j'étais, où j'étais accepté comme j'étais, par l'univers, par moi, je sais pas par qui, enfin... J'ai le sentiment qu'il y a énormément d'émotions là dans ce que tu... C'est terrible, c'est terrible. Mais même là, quand tu le dis... oui, parce que je me souviens, je revis. Ouais, c'est ça. T'as les yeux qui brillent et je me dis, waouh, c'est intense, quoi. On sait pas expliquer. Non, mais on va essayer d'expliquer, mais en fait, les gens savent pas comprendre. Mais non, on explique mal, sans doute, mais non, c'est parce qu'il faut être dans la situation, je suppose. Mais ça me fait terriblement mal au cœur, ça. Je veux dire, c'est terriblement mal au cœur, parce que j'aimerais tellement amener les gens à oser vivre leurs rêves. Et en fait, la première porte à laquelle je me heurte, c'est qu'en fait, les gens n'ont plus de rêves. Ils font la rat race, comme on dit, donc ils courent tout le temps pour des illusions, des chimères. En fait, leurs rêves ils sont cachés loin au fond d'eux, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Mes prochaines expos, mes prochaines sorties, mes prochaines activités, j'espère vraiment que j'arriverai à permettre aux gens de se reconnecter un peu à eux. Je pense que c'est la modernisation qui veut ça. On nous met dans un monde où on nous fait croire qu'on a besoin de tout pour être heureux. Ouais, je crois que c'est même pire, je crois qu'on pousse les gens à avoir peur de ne pas avoir. Ouais, c'est ça. Donc les gens ont peur en fait.
c'est ça? Ils ont très peur. Oui, oui, mais je crois que enfin, moi je veux lutter contre ça. Alors je sais pas. Si, j'ai plein de manières de lutter, mais je veux permettre aux gens de redevenir le héros de leurs enfants. Ouais, c'est ça. Donc, je veux que les parents fassent briller leurs yeux de leurs enfants ou de leurs femmes parce qu'ils se réalisent, ils font des choses, ils soulèvent des montagnes. Je parle trop de nouveau. Tu disais tout à l'heure, je pars avec mon petit sac à dos pour 2-3 jours, voilà, je prends de la bouffe pour 2-3 jours. Ça t'est déjà arrivé de tomber à court de nourriture et de devoir, Complètement. et de devoir bouffer n'importe quoi Ça m'arrive, alors la nourriture m'arrivait plein de trucs. Donc ça m'arrive parfois de jeûner. Donc si je fais une petite ascension de 2 jours, je jeûne. Pas à chaque fois, mais souvent quand même. Et ça m'arrivait de tomber à court de nourriture et de tout d'un coup me rendre compte que l'herbe là par terre est peut-être pas si mauvaise. Et d'essayer de la manger. Et d'avoir vraiment faim, quoi. Ouais. Et alors je peux assurer à qui écoute qu'on est capable de manger n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ouais, quand on a faim, on mange n'importe quoi. On suce des pierres, quoi. Ouais. On va loin, quoi. On pose des collets, enfin, je veux dire, ouais, ça, oui. On va loin. Ouais. Parce que sucer la pierre, oui, mais ça ne te donne pas d'alimentation. Ça te donne une sensation d'avoir quelque chose en bouche, mais ça ne te nourrit pas. Non, mais en fait, quand on voyage, on a du mal à avoir de la consistance en bouche. Ouais. Parce que ce qu'on mange, qu'on peut m'apporter nous, doit être très léger, donc c'est souvent lyophilisé. Et puis quand on craque, on va commencer par la verdure, quoi, par les feuilles, tout ce qu'on voit de végétal par terre, et il n'y a pas de consistance là-dedans. Donc en fait, on a besoin de croquer quelque chose, je pense, un bout de bois ou n'importe quoi. Enfin, c'est terrible ce que je dis, parce que je souhaite à personne de vivre ça, ou de le vivre justement, mais c'est vrai. C'est extraordinaire parce que c'est un contraste. Tu dis, je souhaite à personne de vivre ça, mais tu adores ça. Ouais. Donc il faut le souhaiter aux autres. Ouais. Peut-être. Parce que justement, c'est là où ils vont être libres. Ouais, en fait, quand je dis que je le souhaite pas aux autres, c'est parce que je tiens compte de leur conditionnement ou de mon conditionnement. Ouais. Mais en fait, je pense. Toi, t'es préparé à ça. Il faut le vivre, ouais. Enfin, tu t'es préparé à ça au fil des expériences. Oui, si l'avion s'écrase et qu'on est où qu'on soit, je pense que je peux garder les gens vivants longtemps. Ouais. Je trouve que j'ai pris cette habitude maintenant, je gère ça, ouais. C'est extraordinaire, hein. Je sais pas si c'est extraordinaire. Mais si, c'est extraordinaire. Si c'est quelque chose pour moi seul, alors peut-être que c'est pas vraiment extraordinaire. Si par contre j'arrive à transmettre quelque chose aux gens, alors je crois que ça devient extraordinaire. J'aime la photographie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime tourner la bague de l'objectif. Je prends des objectifs manuels, quoi, parce que j'aime la photo. Je fais pas la photo pour ce qu'elle me rapporte en tant que visibilité ou de rencontrer des jolies filles. Pas du tout. J'aime la photographie. Donc si j'aime produire les images, les imprimer, les regarder, donc je pourrais tourner en circuit fermé, je pourrais faire ça que pour moi. Ouais. Mais si je partage, c'est parce que je crois que c'est là que ça prend un sens. C'est là que c'est là que ça devient extraordinaire. Alors, ce que je fais pas extraordinaire, mais peut-être que dans les yeux de certaines personnes, ça peut être extraordinaire. Et alors là, j'ai gagné. Et justement, en parlant de photographie, ben voilà, donc tu parles des extrêmes, du froid, du chaud, du sable, de la glace. Ça t'est déjà arrivé, je suppose, d'avoir des soucis avec l'appareil. Ça m'est arrivé à cause à cause de ça, des conditions atmosphériques, du sable, de la glace. Oui. Et quoi, mon dernier voyage... Tu pètes un câble, je suppose. Tu te dis, merde, là, il y a une prise de vue terrible à faire, et puis tu peux pas la faire parce qu'il y a une raison justement technique. Je ne vais pas faire de la pub pour certaines marques. Hein, mais, non. Il y a du matériel qui est de meilleure qualité et qui donc est très très endurant. Donc j'ai dû faire mes propres expériences parce qu'en effet j'ai eu beaucoup de casses. Enfin beaucoup non, mais j'ai eu la casse. Dans mon dernier voyage, j'ai sorti un de mes appareils pour filmer et le premier jour il a cassé. Donc c'est enfin, voilà, je suis confronté à des difficultés, mais enfin il y a quand même du matériel de qualité. Et quand je vais au salon de la photo par exemple pour voir les représentants des marques avec lesquelles je travaille, eh bien, ils deviennent verts. Hein. Tu vois, là, parce que j'ai du matériel qui est parfois cher et qui est dans un état catastrophique, quoi. Ils deviennent fous. Oui, parce qu'ils ont des produits de haute qualité et moi j'ai jeté ça dans le sable ou ça s'est cogné contre une pierre. Hein, et que c'est plein de coups. Enfin bon, voilà, je crois que ça peut vivre. Et le matériel de qualité m'a jamais laissé tomber, quoi, jamais. Donc le principal m'a toujours fonctionné. Par contre, les trucs à côté. Ouais. Je serais un bon testeur de produits, je crois. Ouais, ben on lance l'appel. Hein. Voilà, appel au constructeur d'appareils photo. Donc, ton prochain départ, déjà prévu? Ouais.
Non, alors donc je dois parfois faire des compromis. Mon prochain voyage sera un voyage exceptionnel puisque c'est un voyage que je fais avec mon fils. Donc j'ai décidé de l'intégrer. Ce sera moins extrême. Donc ça sera moins extrême. Donc ça sera, je lui apprends quoi. Donc ça sera des phases d'apprentissage. Je lui apprends et je m'apprends à le gérer lui. Et après j'ai des voyages extrêmes qui arrivent. En fait j'ai un projet. Mais c'est pas vraiment extrême. Enfin pour moi c'est pas vraiment extrême. J'aimerais bien j'aimerais bien faire de l'autarcie dans un désert maintenant pour écrire un livre. Ah ouais. Donc j'aimerais bien vraiment rester longtemps à un seul endroit dans le désert, loin de tout donc, et écrire un livre pendant cette période-là. Ça c'est un de mes prochains projets. Je sais déjà sur quoi. Enfin, je connais déjà le titre du livre d'ailleurs. Mais moi je propose, tu vois, le temps passe très vite. On va être obligé malheureusement d'arrêter cette émission pour aujourd'hui. Moi je te dirais que tu es le bienvenu quand tu veux parce que tu as tellement de choses à dire et à expliquer. Et ce que j'aime, tu vois, c'est que j'ai l'habitude de recevoir des artistes qui sont, je veux dire que je trouve toujours un peu farfelus, parce que quand on est artiste, on est farfelu, mais on est quand même tous très, très terre à terre, alors que toi, tu nous emmènes ailleurs. Et c'est extraordinaire. Merci. C'est un moment qui me plaît vraiment. J'ai envie de partager plein de choses comme ça avec toi. Donc moi je dirais que le chrono m'oblige malheureusement à nous séparer là aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de te recevoir une seconde fois, une troisième fois, et que tu viennes partager comme ça tes aventures super extraordinaires avec nous, avec les auditeurs. Tous les ans je reviens et je fais avec plaisir, franchement avec plaisir, parce que c'est extraordinaire. Ouais, voilà, on est à 57 minutes d'émission, donc il nous reste juste le temps de te souhaiter un joyeux Noël. Que tu passes ici en famille. Oui. Ah, quand même, c'est bien. Et puis je voulais partir en fait. Je voulais aller dans la ville du Père Noël. Je sais plus comment ça s'appelle, Ranskun. Ouais. Et je voulais aller là-bas. Mais finalement, je reste ici. Tu iras une autre fois, quoi. Ouais, j'irai l'année prochaine. Tu iras une autre fois. Je te remercie vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur d'être venu. Avec plaisir. Ça fait un petit temps qu'on avait prévu ça, et puis ben voilà, tes voyages ont fait que. Oui. Je t'accueille donc encore une fois chaleureusement, quand tu veux. Merci. Avec beaucoup de plaisir, sincèrement et profondément. Voilà, on va se quitter là. Je t'ai laissé des souvenirs. Hein. Ouais. Je vais les photographier, on va les poster sur l'antenne. Voilà, donc chers amis auditeurs, nous on s'entend encore une fois avant Noël. N'hésitez pas donc à aller visiter le site, donc Laurent Nizet, N-I-Z-E-T-E. Je pense qu'il y a plein de choses à voir, et puis moi j'aimerais qu'il me dise la prochaine fois qu'il vient qu'il a eu plein de messages de soutien parce que c'est ça fait beaucoup, quoi. C'est énorme. C'est énorme En fait. Ça vaut beaucoup plus que n'importe quel revenu ou n'importe. En fait, ouais, c'est ça qui m'a toujours permis de continuer. C'est les petites choses. Voilà. Donc, chers amis auditeurs, à bientôt. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao. Une bonne semaine à vous.